Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Cindy Barillet qui est artiste youtubeuse Bonjour à tous. et ce que je te propose c'est que tu me décrives ton parcours. Oui, alors j'ai commencé à peindre il y a assez longtemps. Je pense que ça doit dater de 2008, quelque chose comme ça. Mais je me suis professionnalisée en 2011. Je suis devenue peintre animalier, donc je créais des portraits d'animaux sur commande et je le fais toujours aujourd'hui. Sauf que à l'époque, c'était vraiment ma seule activité. J'étais à temps plein sur les portraits d'animaux, c'est-à-dire que la personne m'envoyait une photo de son animal, je faisais son portrait, et ensuite elle recevait son portrait par la poste. Donc ça a été mon métier pendant quelques années quand même. Et puis en 2015, j'ai créé une chaîne YouTube pour partager un petit peu mes méthodes, mes façons de faire, parce que j'ai toujours eu une présence en ligne assez développée. J'avais une page Facebook, c'était vraiment ma principale source de communication. Et puis un blog aussi, qui a beaucoup changé depuis, mais à l'époque, il permettait déjà de partager un petit peu les pas à pas de mes portraits. En fait, je mettais des photos des étapes et j'expliquais un petit peu mes façons de faire. Donc naturellement, les gens me disaient ah c'est super, mais ça serait bien de pouvoir voir en vidéo pour avoir le mouvement, parce que c'est quand même plus vivant et on se rend mieux compte aussi des choses. Donc c'est aussi pour ça que j'avais eu envie de créer cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, elle a bien évolué. D'abord parce que je me suis mise à peindre toutes sortes de sujets, à essayer d'autres techniques artistiques, parce que c'est vrai qu'au départ, mon truc c'était vraiment le pastel sec. Donc pendant ces 5 années, quasiment, je ne faisais que du pastel sec animalier. Et ensuite, je me suis un petit peu diversifiée, aussi du fait de ma chaîne YouTube, parce que j'avais envie de pouvoir proposer d'autres choses. Donc, je me suis mise à essayer d'autres techniques. Et puis aujourd'hui, j'en fais pas mal. Et donc, je publie des tutoriels une fois par semaine en général. Sur, voilà, ça peut être du pastel, ça peut être de la peinture à l'huile, ça peut être de l'aquarelle. Et toutes sortes de sujets aussi, paysages, animaux, portraits humains, tout ce qui me passe par la tête. Et pourquoi le pastel sec à la base? Pourquoi le pastel sec? D'abord, c'était une technique qu'on pouvait pratiquer sur papier. Et moi, en fait, quand j'ai commencé, j'étais étudiante. Donc, j'étais dans des petits logements, il n'y avait pas de pièces en plus dans laquelle je pouvais m'étaler. Donc, je trouvais que c'était bien de ne pas avoir à stocker de toile. Hmm. Parce que c'est vrai que les toiles et la peinture à l'huile, ça implique d'avoir un chevalet. C'est quand même plus contraignant quand on est étudiant et surtout qu'on doit déménager régulièrement. Donc pour moi, le pastel sec, ça me permettait d'avoir un peu des similitudes avec la peinture à l'huile que j'avais pratiquée quand j'étais ado, dans le sens où il y a cette opacité, il y a ce côté immédiat, c'est-à-dire que quand on pose une touche de pastel sec, elle va plus évoluer. Si on peint à l'acrylique, par exemple, elle va changer de couleur. Si En on... séchant? Ouais, en séchant, Hmm. elle change un petit peu de tonalité. En fait, je trouvais des façons de faire assez similaires finalement dans la construction du tableau entre la peinture à l'huile et le pastel sec. Et c'est vrai que ça me plaisait beaucoup. Et j'aimais beaucoup aussi le contact avec le matériau. Parce qu'on prend le bâton dans ses doigts, on le met sur le papier, on l'étale. Et j'ai trouvé que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, ce rapprochement en fait avec les matériaux qu'on utilise. Mm. Donc si je comprends bien, c'est parti de critères logistiques, Oui, on peut dire ça comme complètement, ça. complètement. Et ensuite tu t'es pris d'affection Ouais. pour ce médium-là. Mm. Tu as découvert des propriétés que tu ne retrouvais pas forcément sur d'autres médiums. Et, euh, et c'est intéressant parce que bon, moi je fais de l'aquarelle Mhm. et c'est parti de ce critère-là également. Ah oui. Ouais, d'un critère logistique parce que il n'y avait pas d'odeur comme ce qu'on peut trouver sur de la peinture à l'huile. Ça séchait vite, Mhm. ça permettait de faire des toiles plus rapidement et puis on était aussi sur papier. Donc ça Oui, prenait voilà. pas Pas beaucoup de beaucoup de place. place, c'est ça. Et, et c'est intéressant de voir que tous les deux, on est partis du même critère logistique, mais sur des médiums différents. C'est vrai. Et on s'est tous les deux pris d'affection Ouais, ouais, pour ce médium-là. c'est vrai. Mais je pense que pour beaucoup d'artistes, ça part d'un critère logistique. Et alors, du coup, dans l'ordre chronologique, tu as commencé par le Oui. pastel gras. Alors pastel gras en premier, puis j'ai abandonné le pastel gras quand j'ai commencé le pastel sec, où là je me suis dit ah non, c'est celui-là. Ouais. Donc ça, tu en as fait pendant 5 ans, c'est ça? Ouais. Et après, tu as basculé sur... Après, j'ai basculé sur l'aquarelle.
Sur de l'aquarelle. Mm. Et ensuite, donc l'aquarelle jusqu'à aujourd'hui, donc Oui. ça fait, ouais, ça fait quoi? Ça fait 5-7 ans? Alors, il y a eu une première tentative d'aquarelle très rapidement en fait après le pastel. Je crois que c'était en 2011 que j'ai fait ma première aquarelle. Mais là, en fait, j'étais pas du tout dans le même état d'esprit. En fait, en 2011, j'étais vraiment dans mes portraits animaliers réalistes. Donc, quand j'ai essayé l'aquarelle à ce moment-là, je voulais faire des portraits animaliers réalistes à l'aquarelle. Et c'est vrai que ça n'a pas tout de suite cliqué. Sur le coup, je me suis dit non, je préfère le pastel. Donc, j'ai abandonné l'aquarelle pendant quelques années. Et j'ai repris, si je dis pas de bêtises, c'était en 2016. Où là, par contre, j'avais complètement changé d'état d'esprit. Parce que quelques années s'étaient écoulées. Où je n'avais fait que des portraits animaliers vraiment très réalistes et très détaillés. Et j'étais un peu saturée. Donc je cherchais une technique qui me permette de m'exprimer un peu plus. De lâcher en fait le réalisme. Et de lâcher un peu mon coup de pinceau. Et en fait, pour moi, c'était quasiment une récréation. Donc à ce moment-là, 2016 et on est en 2020, donc ça fait 4 ans. Quelles sont les compétences que tu considères comme socle, communes à tout type de technique? Alors le dessin déjà. Le dessin pour moi c'est vraiment la fondation. Et pour cette raison, c'est vrai que ça fait quelques années que je trimballe toujours avec moi un carnet de croquis. Et j'essaie de dessiner un peu tous les jours des choses que je vois. Alors si je reste chez moi, ça va être des objets de chez moi, des plantes, peu importe. Souvent le débutant, il va avoir des disproportions. Il va avoir des perspectives aplaties par rapport à ce qu'il a réellement devant lui parce qu'il n'a pas l'habitude de retranscrire en 2D ce que lui il voit en 3D. Et même si tu veux peindre d'après photo, je trouve que le fait de t'exercer sur des modèles d'après nature, en fait, ça te facilite grandement ce travail après d'après photo. Parce que quand tu as l'habitude de dessiner en 3D, dessiner une photo qui est déjà en 2D, en fait, ça te... Quand tu parles de dessiner en 3D, c'est dessiner dans le réel. Oui, c'est ça. Ouais. Dessiner d'après nature, pour moi, c'est ce que j'appelle dessiner en 3D, parce que tu as un objet en 3 dimensions devant toi, alors que quand tu regardes une photo, la photo, elle est déjà aplatie. Et donc, le dessin, c'est le premier point. Les valeurs, pour moi, c'est le deuxième point, c'est-à-dire les contrastes. Savoir repérer quelle est ta valeur la plus sombre, quelle est la valeur la plus claire, et les valeurs qui vont être entre les deux. Ça va permettre de créer des sujets qui paraissent tridimensionnels. Quelle que soit ta technique, tu as besoin de maîtriser le dessin et les valeurs. J'avais déjà une bonne expérience en matière de dessin et j'avais déjà de l'expérience en matière de valeurs. Donc je savais reconnaître le résultat que je voulais. Donc après, il y a juste la barrière de la technique. Donc tu dois apprendre à maîtriser cette nouvelle matière en fait que tu ne connais pas. Mais tu sais à quel moment c'est ok et à quel moment ça ne l'est pas. Parce que c'est aussi ce qui fait défaut aux débutants, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment d'expérience pour dire tiens là ma valeur sombre n'est pas assez sombre, il faut que je fonce, parce que c'est une question d'habitude, de pratique. Donc finalement je pense que tu fasses une technique ou 3 ou 5 ou 10, ce sont vraiment ces choses là qui comptent. Et par rapport à un débutant, quel conseil tu lui donnerais pour qu'il s'exerce sur le dessin et sur l'observation des valeurs? En fait, j'ai l'impression on est vraiment sur de l'observation là. Ouais, purement. Par quoi il devrait commencer pour pour progresser dans ces deux domaines-là? Alors personnellement, j'ai jamais suivi de formation, donc j'ai toujours fait à l'instinct. Mais dans mon cas, je commençais par des objets. Je commençais par des petits objets parce que on en a tous chez nous. C'est facile à trouver, il n'y a pas besoin d'être en extérieur. C'est rapide à faire. Une petite tasse, voilà, ça va te prendre 10 minutes ou un quart d'heure. Et ça permet d'avoir une pratique régulière. Je pense que la régularité, c'est vraiment la clé. Il vaut mieux faire un petit dessin tous les jours plutôt qu'une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours se lancer dans une grande composition. Je pense que c'est plus efficace et c'est aussi plus encourageant aussi. Parce que si tu fais beaucoup de petits dessins, c'est pas grave si t'en loupes un. Ou si t'en loupes deux, même, tu recommences, en fait, tu passes au suivant, tout simplement. Il y a ce truc de passer au suivant. Et c'est vrai que les personnes qui pensent qu'elles n'ont vraiment pas de temps et qui vont faire ça seulement une fois tous les 10 jours ou tous les 15 jours, bah du coup, si elles se loupent à ce moment-là, elles vont être vraiment déçues parce qu'elles se disent, bah mince,
il va falloir que j'attende 10 jours d'avoir à nouveau le temps pour me relancer encore dans un grand dessin. Et pour moi, la petite pratique, c'est vraiment, ça a beaucoup de valeur. Je trouve Mm. que c'est vraiment bien. Donc voilà, j'avais commencé par les petits objets, après des petites scènes. Ça peut être ce qu'on voit par la fenêtre, ça peut être s'asseoir dans un parc et faire l'arbre qui est devant nous. Mm. Et puis au fur et à mesure, on augmente un petit peu les choses. On ajoute un petit peu de perspective, on se renseigne un petit peu sur les règles de base de la composition, qui fait aussi partie du socle, je pense, des compétences communes à toutes les techniques, savoir composer un tableau pour qu'il soit efficace, pour que l'œil soit guidé vers un point focal. Ces choses-là, je pense que c'est important aussi. Ça fait partie de l'apprentissage. Donc, il y a le pastel sec, l'aquarelle, Mhm. la peinture à l'huile. Mhm. Ce sont les trois techniques que tu pratiques plus ou moins, et la peinture à l'huile un petit peu moins. Mhm. Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun, selon toi? Le pastel, j'aime le côté immédiat, il n'y a pas de temps de séchage. C'est vraiment, bah, encore une fois, le contact avec les matériaux, ça j'aime bien. C'est aussi une technique très agréable parce qu'on peut avoir des fondus d'une douceur mais que tu ne peux pas avoir avec d'autres médiums. Et on peut vraiment tout faire avec, autant des trucs super fins que des grands aplats de couleurs. Je pense qu'on peut arriver à peu près tous les effets qu'on veut. En inconvénient, je dirais que le pastel sec, c'est salissant. C'est un médium qui est très poussiéreux. Donc quand tu peins, en général, t'en mets un peu partout. C'est de la petite poudre colorée, ça peut tacher les vêtements, ça tache ton plan de travail. Il faut toujours nettoyer avec une éponge. Ton éponge, après, elle est morte. Donc il faut garder la même Ouais. éponge. Donc c'est vrai qu'après, tu veux aller peindre en plein air, c'est plus contraignant parce que moi, quand je vais peindre en plein air, du coup, j'ai un gros coffret de pastel comme ça que je dois trimballer. Alors que quand je vais avec mon aquarelle, j'ai ma petite palette comme ça et Mm. là, c'est plus facile quand même. Mais donc, ouais, ça c'est pour le pastel sec. Après, l'aquarelle, Du coup, le pastel sec, tu dirais que ça serait plutôt un médium sédentaire que nomade? moi je peins en plein air au pastel. Alors, cette année, c'est vrai que c'est une année particulière, mais l'année dernière, j'ai beaucoup fait de plein air avec le pastel. Mais il faut être équipé quand même, ça se prévoit quoi. Ouais, d'accord. Ouais, Ok, faut mais c'est pas pouvoir. bloquant, quoi. Non, c'est pas bloquant, il y a beaucoup de pastellistes qui font du plein air et je trouve que c'est super agréable de peindre au pastel en plein air. C'est vraiment, j'adore ça. Pour l'aquarelle, alors là c'est très nomade. C'est ça d'ailleurs qui m'a beaucoup séduit, c'est que, encore une fois, côté logistique, ça prend très peu de place finalement son matériel d'aquarelle. Et puis l'aquarelle, il y a un côté magique qu'on ne retrouve pas avec les autres techniques, notamment grâce aux fusions de couleurs dans l'humide. C'est vrai que ça, c'est vraiment. Enfin, je connais aucune autre technique artistique où tu puisses voir ta peinture bouger toute seule comme ça. Je trouve que c'est. Il y a un côté. Moi, il y a un côté qui me laisse rêveuse et le fait que tu puisses pas entièrement la contrôler, tu peux, si tu sais vraiment bien observer, si tu prends. Je pense que c'est important d'ailleurs de bien observer, de prendre le temps de regarder son papier, quel est son degré d'humidité. Je pense que c'est une technique qui mérite beaucoup d'attention en fait. Mais même si tu fais tous ces efforts, elle fait toujours un peu ce qu'elle veut au final. Tu vas quand même avoir des effets que tu n'avais pas forcément anticipés, soit parce que c'est une question d'humidité du papier, soit c'est une question des pigments que tu as choisis qui vont se comporter différemment en fait. Les Mm. pigments, ils ont chacun leur spécificité. Et si tu ne les connais pas, bah, des fois il y a des effets, par exemple la granulation. Mm. Si tu ne sais pas que ton bleu outre-mer il est granuleux, eh bien tu vas avoir une surprise parce que quand tu vas l'étaler, ça va former une petite texture. Dexter, il est d'accord. Mm. Et donc ouais, il y a ce côté plus spontané en fait de l'aquarelle qui me plaît énormément. Et après, niveau inconvénient, tu Niveau vois quoi? inconvénient, alors je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui se découragent avec cette technique parce que c'est vrai que du fait justement de ce caractère qu'elle a, de ce côté un peu imprévisible, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer parce qu'ils adorent sa transparence, les résultats qu'on peut obtenir, les couleurs tellement vibrantes aussi qu'on peut avoir. Mais ils ont cette période où il faut qu'ils apprennent à la connaître et ils n'ont pas forcément la patience. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui se découragent avant d'avoir commencé à la comprendre et à la maîtriser. Et ça, c'est peut-être l'inconvénient que je lui verrais. Toi, ça t'a pris à peu près combien de temps, tu penses,
pour passer ce cap au-delà duquel tu commences à prendre du plaisir, à comprendre comment la nature même de l'aquarelle et, et avoir une frustration qui est beaucoup moindre qu'au début? Honnêtement, j'aurais du mal à répondre à cette question parce que en fait, mes premières aquarelles, justement, je peignais très peu dans l'humide parce que bah, vu que je maîtrisais pas ce côté-là, en fait, je trouvais ça bien plus facile de faire des aquarelles où je peignais mes petites zones sur papier sec et où je Hmm. laissais sécher. Donc j'avais une technique qui n'était pas celle que je visais en fait, mais qui me permettait d'avoir déjà des résultats plutôt satisfaisants. Mais ça vient aussi peut-être du fait que j'avais déjà d'autres techniques à mon arc. Donc comme je te disais, en fait, c'est l'œil finalement qui fait que tu peux réussir un tableau ou du moins obtenir un résultat satisfaisant. Donc, j'esquivais un peu les difficultés techniques de l'aquarelle de Hmm. cette façon. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à faire de l'humide. Et c'est vrai qu'au début, bon, tu galères un peu. Mais après, je pense que ça dépend complètement des expériences de chacun. Je Hmm. pense que si tu as déjà de l'expérience dans d'autres techniques, certainement tu apprends plus vite que si tu débutes et que tu décides de débuter par l'aquarelle. Ouais, quand bien même l'aquarelle a sa propre spécificité, quoi. Ouais, Comme il y a toujours ces socles oui, de voilà, c'est ça. dessin et de valeur, Mm. tu peux quand même te baser dessus. Ouais, je pense que tu peux t'en Mm. sortir, ouais. Mm. Même si tu t'exploites pas à 100% les possibilités de C'est ça. l'aquarelle, tu as Mm. commencé avec plutôt une peinture sur du papier sec Mhm. et tu es arrivé malgré tout à faire des choses qui te plaisaient, quoi. Oui, voilà. Après, je sais que les résultats que j'avais, moi, je les trouvais sympas, mais quelqu'un qui faisait de l'aquarelle depuis, admettons, 40 ans, avec des tableaux dans l'humide et tout, je pense que s'il voit ce que je faisais à ce moment-là, il dirait que c'était pas de l'aquarelle. Ouais, ouais. Cette fameuse remarque qu'on voit parfois, non mais ça, c'est pas de l'aquarelle. Un aquarelliste digne de ce nom ne fait pas ça. Mais peu importe en fait, parce que mon but à ce moment-là, en fait, quand j'ai décidé de faire de l'aquarelle pour me changer un petit peu les idées par rapport au pastel, mon but n'était pas de faire des aquarelles dignes de ce nom. Mon but c'était d'avoir ma récré. Donc c'était pas grave en fait si je respectais pas exactement les codes de cette technique-là. Moi je voulais juste changer un peu d'air quoi. Ouais, alors j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus sur ce principe un peu puriste, une Mhm. considération un peu puriste Mhm. de tel ou tel médium. Là, l'aquarelle, il faut que ça se peigne de cette façon, Mhm. la peinture à l'huile de cette façon, Ouais. le pastel Mhm. sec de cette façon. Mhm. Toi, comment tu te positionnes par rapport à tout ça, sachant que bon, toi, tu as exploré un peu tous ces horizons. La gouache, ça doit être pareil. Est-ce que déjà, entre les médiums, tu vois tu vois, on va dire, ce côté puriste plus présent Mhm. selon les médiums et comment toi tu abordes cette problématique-là? Alors, il n'est pas présent sur tous les médiums, ce côté puriste, justement. Et notamment, tu parlais de la gouache. La gouache, malheureusement, aujourd'hui, elle est affublée d'un préjugé assez important chez la plupart des gens. C'est que la gouache, c'est pour les enfants. Donc, il n'y a pas vraiment de tradition, parce que de toute façon, personne peint à la gouache à part les enfants. Hmm. Mais ça commence à changer un petit peu, ça évolue, et tant mieux, parce que je trouve que c'est une technique qui est formidable, je l'adore. Et je pense que je l'adore plus que la peinture à l'huile aujourd'hui, je la pratique plus, elle fait partie de mon top 3. Mais c'est vrai que pour l'aquarelle en particulier, je remarque qu'il y a vraiment cette vision très limitée de ce que devrait être l'aquarelle. Ce qui est d'ailleurs bizarre quand on y pense, parce que les débuts de l'aquarelle, au départ, c'était une technique qui était utilisée pour faire des esquisses en fait. Hmm. C'était les peintres qui faisaient de la peinture à l'huile, qui, euh, qui faisaient des petites aquarelles en fait pour faire leurs vignettes, hein, finalement, pour avoir un petit peu leur composition, leur Hmm. couleur. Et il n'y avait pas de règles. Tu pouvais utiliser de l'encre, de la gouache. Et Turner, qui a fait des aquarelles sublimes, par exemple, lui, il utilisait absolument tout. Il pouvait peindre très opaque, il pouvait rajouter des traits d'encre sur ses aquarelles, et c'était très bien. Et on ne sait pas trop pourquoi, au fur et à mesure, il y a des règles qui sont apparues. Alors moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a des règles qui sont pour le bien de l'artiste, c'est-à-dire qu'elles vont lui faciliter les choses. Si on te dit de commencer par les zones les plus claires, c'est pas pour te contraindre en fait, c'est parce que de cette façon tu vas plus facilement les conserver ces zones, parce que vu que l'aquarelle tu peux plus éclaircir après, ça te permet
d'anticiper tes zones claires. Donc, c'est une règle qui est là pour que ton tableau ait le plus de chances d'être correct. Mais après, il y a aussi des règles qui sont complètement limitantes et où finalement, quand on se demande quel est le but, on n'a pas trop de réponse à cette question. Quand on dit par exemple qu'il ne faut pas utiliser de gouache dans une aquarelle, moi c'est quelque chose que je ne comprends pas. Bah, pourquoi on n'aurait pas le droit d'utiliser de la gouache? Alors on va te dire que le blanc n'est pas le même que celui du papier, donc ça n'a pas le même rendu. Ok, mais si c'est ça le rendu que tu cherches, il est où le problème finalement? Ouais. Donc en fait, quand il y a, moi ce que je recommande, c'est quand vous entendez comme ça une bonne pratique au sujet d'une technique quelle qu'elle soit, posez-vous toujours la question, quel est le but de cette pratique? Est-ce que c'est pour vous aider ou est-ce que c'est pour vous contraindre? Parce que, après, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment besoin de respecter un cadre, parce que dans leur esprit, s'ils ne le respectent pas, en fait, ce sera pas vraiment de l'aquarelle avec un grand A. Et si c'est votre cas, eh bien, dans ce cas-là, respectez ce cadre. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont un peu intimidées et frustrées. Et de se dire, non, mais moi, je veux bien faire les choses, donc si je les fais mal, peut-être qu'il vaut mieux que je fasse rien du tout. Et c'est tellement dommage parce qu'au fond, ça n'a pas d'importance. Enfin, du moins, c'est mon point de vue. Ouais, alors, moi j'avais. Moi je dirais que au niveau de la pratique d'un médium, c'est bien de respecter les règles au début. Pour, comme tu dis, pour avoir un cadre dans lequel on puisse progresser et avoir en gros les meilleures pratiques qu'on suit. Et une fois qu'on a atteint un certain niveau, on se sent plus à l'aise avec ce médium-là, on peut commencer à explorer, à casser quelques codes et à remettre en question certaines règles. Donc ça peut être une bonne chose que de respecter au début, le temps de vraiment bien comprendre la nature du médium. Et une fois qu'on est beaucoup plus à l'aise, on peut à ce moment-là explorer d'autres horizons. Oui, c'est-à-dire connaître les règles pour mieux les briser. Mais je pense que c'est bien effectivement au départ et même de faire beaucoup de petits exercices dans ce genre-là. C'est vrai que les limites ne sont pas forcément une mauvaise chose quand on débute. Et ça peut être très 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 instructif de faire même par exemple, je dois faire un tableau mais je ne dois utiliser que 3 couleurs ou que 2 couleurs. C'est vrai que pourquoi se limiter? Tu as une palette, utilise-la. Oui, mais du coup ça te permet de vraiment comprendre les mélanges des couleurs et ça t'aide à te débrouiller avec ce que tu as. Et je trouve que ça, c'est vraiment instructif. Et c'est vrai que effectivement, à une période de notre apprentissage, même à un niveau plus avancé, ça peut être aussi des bonnes expériences, hein, de se lancer des petits défis comme ça. Bah ouais. En fait, ce genre de défi peut s'appliquer à tout. Donc là, tu citais les couleurs, donc limité à 3 couleurs. Ça peut être sur le dessin. On peut très bien dire un dessin, quelque chose de complexe. Tu ne vas utiliser que des carrés et des ronds pour le dessiner. Donc on peut aussi à ce moment-là restreindre le champ des possibles, mais juste avec ça on peut se rendre compte que mais en fait j'y arrive et parfois j'y arrive mieux que si je partais avec le maximum de possibilités. Et ben j'aurais du mal à voir comment je peux y arriver, alors que si toc finalement au lieu d'avoir 100 outils à ma disposition, j'en ai que 2, eh ben, je vais user d'ingéniosité, je vais trouver des idées pour m'en sortir, pour contourner le truc. En fait, quand tu fais un tableau, tu as des tas et des tas de difficultés. Tu dois gérer le dessin, tu dois gérer les couleurs, tu dois gérer les valeurs, tu dois gérer la perspective, tu dois gérer vraiment plein de choses. Et en fait, ce genre d'exercice, ça te permet de te concentrer sur une difficulté à la fois. Et du coup, tu réduis effectivement ta diversité de difficultés. Et du coup, tu simplifies en fait le problème. Et du coup, tu comprends vraiment bien comment résoudre ce problème-là. Et je trouve que ça, c'est super pédagogique et c'est bien pour un débutant de se concentrer sur ce genre d'exercice. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a un socle qui est important d'acquérir, que chacune des techniques peut te permettre de développer. Et après, les spécificités liées à chacune de ces techniques-là peuvent se compléter. Absolument. Donc c'est une bonne chose. Alors, c'est rigolo de voir par rapport à mon cas, parce que moi, je suis que sur de l'aquarelle. Et aujourd'hui, moi, je suis plus dans une optique où je considère que l'aquarelle, j'ai exploré, j'ai effleuré la surface émergée de l'iceberg et qu'il y a tout un monde
qui m'attend encore dans cette exploration. Et, mais effectivement, on va dire qu'il y a il y a deux façons de voir les choses. On peut soit Absolument. avoir une approche qui est plutôt horizontale, Mhm. où on explore les médiums les uns après les autres, ou plutôt en parallèle, Mhm. et on progresse comme ça avec tous ces médiums, soit une approche plutôt verticale, où on prend un médium, et puis on se spécialise vraiment là-dedans, on découvre des nouvelles textures, des nouveaux effets, du nouveau matériel. Mhm. Et, l'un, en fait, une approche n'est pas forcément meilleure que l'autre, c'est juste qu'elles apportent des choses différentes. Ouais, puis je pense que ça dépend de la personnalité de l'artiste et aussi peut-être de son degré d'expérience dans le médium qu'il pratique déjà principalement. T'es multi-technique, mais t'es aussi multi-sujet. Oui. Donc tu fais du portrait, Mhm. tu peins des animaux, Mhm. tu fais tu fais des paysages, tu fais des natures mortes. Mhm. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a amené est-ce que c'était quelque chose qui t'a tout de suite attiré, cette diversité de sujets-là? Parce que moi, je peins, on va dire, à 80-90% des paysages. Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que toi, enfin, quelle est ton histoire là-dessus? Bah, moi au départ, c'était des animaux uniquement. Et c'est vrai que c'était la seule chose qui m'inspirait. Je n'avais pas envie de peindre autre chose parce que j'avais déjà tellement d'inspiration dans le monde animal, c'était déjà tellement vaste que je ne ressentais pas le besoin de peindre d'autres sujets. Mais avec le temps, c'est vrai que ça a commencé à arriver. Alors, il y a eu un petit peu déjà la création de ma chaîne YouTube qui m'a ouvert un peu l'esprit parce que les gens, du coup, ben, ils regardent et puis dans les commentaires, ils peuvent t'écrire ah, mais est-ce que tu pourrais montrer comment faire une fleur, comment faire un arbre. Et du coup, ça m'avait un petit peu motivée à sortir de ma zone de confort pour leur faire plaisir. Et je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à me diversifier. Après, il y a eu ma découverte d'Instagram. Ça, Et c'était quand ça? euh, ça doit faire 3 ans, je pense. Hmm. Et c'est vrai qu'avec ce réseau social, bon, je me suis abonnée qu'à des comptes d'artistes. Et je me suis rendu compte que j'adorais voir d'autres sujets traités, que ce soit au pastel ou dans d'autres techniques, à l'aquarelle, etc. Et je suis très influençable en fait. Je vois quelque chose de super joli, du coup, ah, mais il faut que j'essaye quand même de faire ce type de sujet-là. Et il y a aussi le fait que j'ai commencé à pratiquer le dessin d'après nature. Du coup, bon, bah là, c'était comme je le disais, des objets et des petites scènes, des paysages. Donc, pour améliorer mon dessin, en fait, du coup, ça me poussait à explorer d'autres thèmes. Et ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'adore passer d'un sujet à l'autre. Je peux pas dire je vais me cantonner au paysage pendant 6 mois parce que en fait au bout d'un moment je vais avoir envie de faire un portrait humain et puis je vais avoir envie de changer et à chaque fois ça m'apporte un peu d'oxygène et du coup je peux revenir à mon sujet initial avec un esprit plus ouvert et reposé. C'est comme ça que tu nourris ton flux créatif Ouais, finalement. complètement, ouais. C'est en diversifiant soit par la technique, soit par le C'est sujet. ça, exactement. En fait, je suis quelqu'un qui a besoin de changement perpétuel. Sur le plein air, Mhm. euh, tu t'y es mis quand? 2018, je pense, ou 2017, certainement. Donc ça, oui, voilà, ça fait 3 ans maximum. Et qu'est-ce qui t'a poussé à le faire et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, en fait, le plein air, ce qui m'a poussé à le faire, c'était la volonté de tenir un carnet de voyage. J'avais très envie parce que en fait, j'ai commencé à voyager un petit peu. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup l'idée de pouvoir remplir un carnet avec des vues de notre voyage, de pouvoir raconter notre voyage en rajoutant des écritures et d'avoir ce souvenir qui pour moi apporte une dimension supplémentaire aux simples photos. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'apprendre à peindre en plein air. Et c'est à ce moment-là que je me suis tournée vers l'aquarelle d'ailleurs pour cette technique-là parce que finalement c'est l'une des plus portables qui soit. Hmm. On a besoin juste d'un pinceau à réservoir d'eau, de sa petite palette à engoder, d'un petit carnet et c'est bon, on est prêt quoi. Hmm.
Et donc, bah, tu fais de l'aquarelle et tu fais de la gouache Et aussi de la gouache en plein air. C'est la deuxième technique, je pense, qui est la plus portable, effectivement. Ouais, d'accord, ok. Mm. Et, et qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à un travail plutôt en atelier? Bah déjà, ça me permettait d'avoir ce beau souvenir de mon voyage, ça c'était chouette. Et c'est vrai qu'après, je peins aussi en plein air autour de chez moi. C'est quelque chose que je fais très très régulièrement parce que pour moi c'est important. Je trouve que ça manque vraiment dans le moment. C'est le fait de prendre le temps de s'asseoir à un endroit et d'observer le paysage avec suffisamment d'attention pour le retranscrire sur papier. En fait, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression de vraiment me l'approprier ce moment, ce paysage. Je trouve que d'un point de vue ressenti, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et je trouve aussi que depuis que je peins en plein air, ça a beaucoup amélioré ma pratique lorsque je suis à l'atelier. Parce que du coup, en fait, je trouve que quand on prend une photo, on capte jamais complètement la scène. Il y a des effets de lumière que l'appareil photo, à moins d'être vraiment un photographe professionnel qui maîtrise ça à la perfection, pour le commun des mortels, ce qu'on prend avec notre téléphone, c'est toujours très différent de ce qu'on a devant les yeux. Et d'ailleurs, souvent, c'est frustrant. Donc, le fait de peindre régulièrement en plein air, ça m'a habituée à certaines choses, à certains ressentis que je peux apporter dans mon travail sur photo après. Hmm. Et ça, c'est intéressant parce que la session en plein air qu'on a fait hier, ça a été une belle expérience, hein. Moi qui en fais pas beaucoup, rien qu'en une journée, le fait que tu m'accompagnes, j'ai compris plein de choses en plein air que je pourrais ensuite Bien sûr, ouais. réappliquer dans l'atelier, quoi. Ouais, puis c'est super inspirant, je trouve, c'est une bouffée créative. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et puis il y a finalement, alors même si à l'atelier, t'es dans ton cocon, Mhm. en plein air, je trouve que t'es vraiment encore plus qu'en atelier, t'as besoin d'être complètement focalisé sur ton sujet parce que il y a, comme tu disais, il y a le phénomène 2D, 3D. Mhm. Donc le fait d'être en 3D, il faut faire un effort mental Mhm. pour essayer de voir quelles sont les lignes, quelle est la Mhm. composition, quel est le cadrage. Ouais. Quelque chose que tu peux faire beaucoup plus facilement en atelier et donc l'effort mental, tu vas moins le faire. Mhm. Et du coup, je me dis que en plein air, tu auras peut-être tendance à progresser un peu plus vite, même si les contraintes sont plus fortes. Mhm. On l'a vu, les contraintes météo Oh oui. ont pas été. On a eu un bon Enfin, attention. la météo n'a Mais pas forcément été après, ça clémente. t'a donné une texture que tu n'aurais jamais soupçonnée. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, ça permet de progresser encore plus. Ouais, moi, ça m'a appris à peindre au travers mes cheveux. C'est comme ça. Et du coup, j'ai failli faire des lignes pour pouvoir représenter mes cheveux et avoir vraiment un tableau Vous très voyez, au premier harmonieux. plan, ce sont mes cheveux. On va à ce moment-là clôturer l'interview. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me suivre également sur YouTube avec ma chaîne du même nom, Cindy Barrier. Et je suis présente également sur Instagram pour mes travaux quotidiens et aussi sur Facebook pour mes portraits animaliers. Et vous pouvez me retrouver également sur mon site cindy-barrier.com. Ouais, donc on va mettre tous ces liens-là en description de la vidéo. Mhm. Et si vous voulez voir l'interview inverse, à ce moment-là, on mettra également le lien en description de la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Et ça Et se là, passera c'est sur ma plutôt, chaîne YouTube. ça se passe sur la chaîne YouTube de Cindy. Ok. Bah merci, Mais je t'en prie, à bientôt. à bientôt. Bah bonjour à tous, j'accueille, enfin j'accueille. Tu m'accueilles chez moi. Quand on commence à débuter, bien. Ça, je trouve que. Dis donc. Il y a des chiens. Ah. Ah là. Alors, j'ai perdu mon fil de pensée. Attends, j'allais dire un truc super intelligent là, et il m'a échappé. Ah, punaise.